Le lac d'en haut différait en tout point du nôtre. Les derniers petits pins sambreaux et mélèzes, les derniers arbustes de saule et d'aune disparaissaient à mesure que j'avançais. Et passé la ligne de faite, l'air raréfié de la haute montagne soufflait déjà. Le lac n'était qu'une mare verdâtre, cernée de prés maigres et d'étendues de myrtilles. Une vingtaine de chèvres livrées à elles-mêmes se tenaient blotties près d'une ruine et m'ignorèrent, ou presque. Le sentier finissait là, au milieu des fausses pistes creusées par le passage répété des bêtes, là où les dernières brindilles cédaient la place aux grosses plaques de roche. J'avais le névé bien en vue et me rappelais les règles de mon père. Je tirai un trait entre moi et la neige et partis. Il me semblait entendre sa voix qui me disait « Tout droit, monte de ce côté !» Ça faisait des lustres que je n'avais pas marché au-dessus de la ligne des arbres. Je ne m'y étais jamais aventurée seule, mais j'avais dû aller à bonne école, puisque je me déplaçais sans peine sur la pierraille. Je voyais un cairn plus haut et marchais dans sa direction, passant d'une pierre à l'autre, suivant un instinct qui me faisait préférer les grands blocs stables aux branlants. Je trouvais une qualité élastique à la pierre qui, au lieu d'absorber les pas comme le font la terre ou l'herbe, renvoyait l'énergie dans les jambes, donnait au corps l'élan de continuer. Une fois posé le premier pied sur les rochers, en m'élançant vers le haut et en faisant basculer mon poids vers l'avant, l'autre n'eut de cesse d'aller plus loin, si bien que je me mis à courir et sauter et à arrêter de contrôler le mouvement de mes jambes et à les laisser aller toutes seules. Je sentais que je pouvais compter dessus et qu'elle ne se tromperait pas. Je repensais à mon père et à la joie que je lisais sur son visage quand nous dépassions les hauts pâturages et entrions dans ce monde de pierre. C'était peut-être cette même joie que je sentais dans mon corps. J'arrivai au petit névé le souffle coupé. Je m'arrêtais dans ma course pour toucher du bout des doigts cette neige d'août. Elle était glacée et granuleuse, si dure qu'il fallait y aller avec les ongles pour la détacher. J'en pris une poignée que je me passai sur le front et la nuque pour me rafraîchir. J'en suçai l'eau jusqu'à en avoir des fourmis dans les lèvres, puis parcourus le dernier tronçon jusqu'à la crête. La vue devant moi s'ouvrit alors, sur l'autre versant du Grenon, son côté au soleil. Sous mes pieds, après une bande rocheuse, un long pré dévalait doucement jusqu'à un groupe de baïtés et un pâturage piqueté de vaches. J'avais l'impression tout à coup d'être redescendu 1000 mètres plus bas ou d'avoir changé de saison. Devant moi, la lumière de l'été et les sonnailles du bétail, et derrière, quand je me retournais, un automne ombrageux, sombre, fait de roches humides et de plaques de neige. D'en haut, la perspective rendait les deux lacs jumeaux. Je cherchais la maison que Bruno et moi étions en train de construire, mais peut-être étais-je déjà trop haut, à moins que ce fût elle qui se fondît trop bien dans le paysage, et moi qui fus incapable de la distinguer de la montagne dont elle était faite. Les cairns poursuivaient leur route quelques mètres sous la crête, le long d'une belle vire. Mais comme j'avais envie de grimper et n'avais pas de grands obstacles en vue, je décidai de rester sur le fil. Après toutes ces années, je reposai les mains sur la roche, choisis les appuis pour les pieds et me hissai. Même si l'ascension était des plus élémentaires, elle retint toute mon attention. Il me fallait de nouveau penser où poser la main et le pied, jouer de l'équilibre et non de la force, et me faire léger. Très vite, je perdis la notion du temps. Je ne voyais plus les montagnes autour de moi, ni les deux mondes étrangers l'un à l'autre qui dévalaient en dessous de moi. Il n'existait plus que la roche que j'avais sous les yeux, et mes mains, et mes pieds.
À un moment, il me fut impossible de monter, et je sus alors seulement que j'étais au sommet. Et maintenant, pensai-je, il y avait un tas de cailloux sur la cime. Derrière ce monument rudimentaire, le mont Rose et ses glaciers barraient le ciel. J'aurais peut-être dû prendre une bière pour fêter ça, mais je n'éprouvais ni jubilation ni délivrance. Je décidai de rester le temps d'une cigarette, de saluer la montagne de mon père et de redescendre. Je pouvais encore reconnaître chaque cime une à une. Je les observais en fumant, d'est en ouest, et me remémorais chacun de leurs noms. Je me demandais à quelle altitude je pouvais bien être, parce qu'il me semblait avoir franchi les 3000 sans rien sentir dans le ventre, et cherchais des yeux quelque inscription. C'est là que je vis, encastrée dans le tas de cailloux, une petite boîte en fer blanc. Je savais ce qu'il y avait dedans. Je l'ouvris et trouvai un cahier enveloppé dans une pochette plastique qui n'avait pas suffi à le protéger complètement de l'eau. Les pages rayées avaient la consistance du papier mouillé puis séché. Il y avait aussi 2-3 stylos avec lesquels les rares marcheurs avaient laissé une pensée, ou parfois rien que leur nom et la date de leur passage. Le dernier remontait à plus d'une semaine. Je parcourus les pages et vis que sur cette montagne pelée, défaite et sans sentier qui faisait de l'ombre à ma maison et que je sentais désormais aussi mienne, ne montait guère plus d'une dizaine de personnes par an. Aussi pouvait-on remonter loin dans les années. Je lus nombre de noms et d'observations sans importance. Comme si, après s'être donné autant de peine, nul ne trouvait les mots pour décrire ce qu'il ressentait, à part des banalités poétiques ou spirituelles. Je tournais les pages du cahier à rebours, non sans un certain agacement pour l'humanité, et je ne savais pas ce que je cherchais avant de l'avoir trouvé. 2 lignes, d'août 1997. L'écriture était celle que je connaissais. L'esprit aussi. Il était écrit « Montée de Granat en 3h58, encore dans une forme splendide. Giovanni Guasti. » J'observais longuement les mots de mon père. L'encre qui avait bavé à cause de l'eau, la signature moins lisible que les 2 phrases qui la précédaient. C'était la signature d'un homme habitué à la faire souvent, plus vraiment un nom, mais seulement un geste automatique. Dans le point d'exclamation, il y avait toute sa bonne humeur de la journée. Il était seul, c'est du moins ce que laissait penser le cahier. Je l'imaginais donc traverser la pierraille et déboucher sur la crête comme je l'avais fait. J'étais sûre qu'il avait gardé un œil sur sa montre jusqu'à cet endroit précis où il s'était mis à courir. Il voulait à tout prix s'en tirer en moins de 4 heures. Il se sentait bien là-haut, au sommet, fier de ses jambes et content de revoir sa montagne lumineuse. Je fus tentée d'arracher la page pour la conserver. Mais ce geste me fit l'effet d'un sacrilège, comme d'emporter un caillou du sommet. Je refermai le cahier soigneusement dans sa pochette, le remis dans la boîte et le laissai là. Paolo Cognetti. Les 8 montagnes.